morts et des blessés graves. C'est le bilan de l'attaque de l'hebdomadaire Charlie Hebdo survenue ce mercredi à Paris. Une attaque qualifiée d'attentat terroriste par le président Hollande. Célébration de la fête de Noël ce mercredi chez les Coptes orthodoxes d'Égypte. Une célébration sur fond de crise en présence du président Fattah al-Sisi. $110 millions, c'est la somme que le groupe Shell accepte de verser aux victimes des 2 cas de pollution survenus en 2008 au Nigeria. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur SICA. Bienvenue à toutes et à tous. Des hommes armés ont fait au moins 12 morts et 4 blessés en attaquant ce mercredi à Paris au cri d'Allahu Akbar l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Une attaque sans précédent contre un journal en France est dénoncée comme un attentat terroriste par le président François Hollande. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier commis en France depuis au moins 40 ans. Au moins 12 personnes ont été tuées, dont plusieurs membres de la rédaction au siège de Charlie Hebdo par des hommes lourdement armés. Une attaque qui a suscité un flot de réactions choquées dans le monde politique. La fusillade sanglante s'est produite dans le 11e arrondissement de Paris, en plein cœur de la capitale. Des hommes encagoulés ont fait usage d'armes automatiques au sein du siège du journal satirique, faisant au moins 12 morts, dont les dessinateurs Kabou et Charb. 4 autres personnes sont entre la vie et la mort, tandis qu'une vingtaine d'autres ont été blessées. Les agresseurs ont pris la fuite en changeant de voiture. Le chef de l'État François Hollande a tenu une réunion de crise avec Manuel Valls et le reste du gouvernement. Il a immédiatement été décidé de relever le plan antiterroriste Vigipirate au niveau alerte attentat le plus élevé possible pour l'ensemble de la région parisienne. L'attentat a été unanimement condamné par François Hollande et toute la classe politique française, mais aussi Obama, Poutine, Merkel, John Kerry, Sarkozy ou encore le recteur de la mosquée de Paris. Une chasse à l'homme a démarré dans la capitale pour arrêter les 3 terroristes en fuite. Un numéro vert a été mis à disposition. Ce drame a entraîné consternation et réaction de par le monde. Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire satirique français. Largement illustré, il est fait de multiples chroniques et pratique de temps en temps le journalisme d'investigation en publiant des reportages à l'étranger ou sur des domaines comme les sectes, l'extrême droite, le catholicisme, l'islamisme, le judaïsme, la politique, la culture et j'en passe. Selon Charb, directeur de la publication, la rédaction du magazine reflète toutes les composantes de la gauche plurielle et même des abstentionnistes. Et quelques heures après l'attaque des locaux du magazine Charlie Hebdo qui a fait 12 morts et 11 blessés à Paris, les réactions pleuvent de partout. De Barack Obama aux États-Unis à Vladimir Poutine en Russie, en passant par Angela Merkel en Allemagne, cet attentat a été unanimement condamné. En France, la classe politique se mobilise également pour faire front au terrorisme et à cette menace à la liberté d'expression. Je vous invite à suivre ici quelques réactions au sujet de cette attaque. Un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Notre démocratie est attaquée, nous devons la défendre sans faiblesse. La fermeté absolue est la seule réponse possible. Je suis sûr que toute la Chambre des communes voudra se joindre à moi pour condamner l'attaque barbare de ce matin dans les bureaux de magazine à Paris. Une attaque au cours de laquelle 12 personnes ont été tuées. Si les détails ne sont pas encore clairs, je sais que cette Chambre et ce pays se tiennent unis avec le peuple français dans notre opposition à toutes les formes de terrorisme et la défense de la liberté d'expression et de la démocratie. Et ces gens ne pourront jamais nous ôter ces valeurs. Au nom du Parlement européen, j'exprime tous nos condoléances. Nous sommes choqués. C'est un crime insupportable. La violence
Derrière ces crimes, c'est un choc pour tout le monde, c'est un coup contre une société civilisée. Nous condamnons cette violence. La liberté d'expression n'est pas négociable. Vous savez, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai appris ça. Moi, Non, mais larmes aux yeux, écœurement, indignation, révolte. Et j'espère que cette révolte sera une révolte populaire et nationale. Ce qu'on appelle l'islamisme, ils caricaturent l'islam au nom de cet islamisme de pacotille, là, etc. C'est des barbares. Et ben, les barbares, il faut les combattre et les combattre jusqu'au bout. Et tous ensemble, et pas seulement les autorités. C'est un combat national. Et c'est pas un combat de gauche, c'est pas un combat de droite, c'est un combat national français contre l'islamisme. Aucun pays ne sait mieux que la France que la liberté a un prix, parce que c'est en France que de nombreux idéaux démocratiques ont vu le jour. La liberté d'expression et la liberté de la presse sont des valeurs fondamentales, universelles. Il arrive que ces principes soient attaqués, mais jamais ils ne pourront être éradiqués. Un autre élément dans cette édition, les Coptes orthodoxes d'Égypte qui fêtent Noël selon le calendrier julien ont assisté ce mardi soir à des messes de minuit dans leur paroisse pour célébrer la naissance du Christ. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a fait une visite impromptue aujourd'hui à la cathédrale copte Saint-Marc du Caire en pleine messe de Noël. Un geste sans précédent de la part d'un président égyptien qui a été applaudi par les Coptes mais qui a déplu aux islamistes. En Égypte, les chrétiens célèbrent leur Noël ce mercredi. À Al-Minya, bastion copte dans le sud du pays où vivent 60% de la communauté chrétienne du pays, les habitants se réunissent dans des églises qui portent encore les stigmates des attaques d'août 2013. Les Coptes abordaient cette fête de Noël avec des sentiments mitigés. Il y avait d'un côté la satisfaction d'avoir été délivrés du cauchemar des frères musulmans, mais de l'autre celui de vivre toujours sous la menace des islamistes. Dans cette atmosphère, alors que la messe venait tout juste de commencer mardi soir, le président Al-Sisi leur a rendu visite. Si pour les Coptes et les musulmans modérés, l'égalité dans la citoyenneté que prône le président égyptien est à marquer d'une pierre blanche, il s'agit plutôt d'une trahison pour les islamistes. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à traiter Abdel Fattah al-Sisi d'apostat sur les réseaux sociaux. Rappelons que le jour de Noël, les chrétiens coptes font et offrent des plats traditionnels, le zalabiya, un beignet et le bourri, une sorte de poisson. Un grand banquet est ouvert après la messe de minuit, au cours duquel ils mangent des biscuits sucrés marqués avec la croix chrétienne, le CAC. Ce banquet annonce le début d'un jeûne qui durera 14 jours. Cette communauté chrétienne, qui représente entre 6 et 10% de la population égyptienne, la plus importante du Moyen-Orient, se sent exclue depuis longtemps en Égypte. Dans la vie quotidienne, les Coptes, même s'ils sont présents dans toutes les couches sociales, pensent être tenus à l'écart de nombreux postes dans la justice, les universités ou encore la police. En bref et en images, la mairie de Doura, prise pour cible ce mercredi, a été brûlée par des islamistes qui, en se repliant, ont tué un civil. Selon une source militaire, un nouveau renfort militaire a été envoyé à Doura et à Nampala. Ces mêmes assaillants avaient lancé lundi un assaut meurtrier contre un camp de l'armée à Nampala, à environ 60 km au nord. Selon le dernier bilan donné mercredi par des responsables politiques et des militaires, 11 soldats maliens ont été tués et 9 autres blessés dans cet assaut. Aucune des sources jointes après l'attaque de Doura n'a précisé l'identité du groupe des assaillants. Mais lundi, quelques heures après l'assaut de Nampala, l'agence privée mauritanienne Al-Akbar avait cité des sources au sein d'Al-Qaïda au Maghreb islamique revendiquant l'opération. En 2008, près d'1,5 million de barils de pétrole se sont répandus dans la crique depuis une canalisation de Shell. Les conséquences ont été énormes. Près de 6 000 hectares de terrain détériorés, des marécages détruits par le pétrole et plus de 15 600 pêcheurs réduits au chômage. 7 années plus tard, ces derniers, de même que la municipalité de Bodo où le drame est survenu, vont pouvoir être dédommagés à hauteur de 70 millions d'euros. C'est la fin d'une bataille juridique qui aura duré 3 ans.
La filiale nigériane du groupe pétrolier royal de Shell choisit d'éviter le procès qui devrait démarrer en mai 2015 devant la Haute Cour de Londres et accepte de verser 70 millions d'euros en compensation des 2 cas de pollution pétrolière survenus en 2008 au Nigeria. Un règlement à l'amiable accepté des 2 parties. Tout de suite après la fuite, Shell a offert le montant ridicule de 4 000 livres pour l'ensemble de la communauté. Quand on est arrivé, ils ont augmenté ce montant à 1 million, puis en septembre à 18 millions. Toutes les communautés pensaient que c'était n'importe quoi. Mais enfin, le mois dernier, en décembre, Shell a proposé un montant plus juste de 55 millions de livres en tout. L'équivalent donc de 70 millions d'euros qui permettront d'indemniser la municipalité de Bodo à hauteur de 25 millions d'euros. Chacun des 15 600 pêcheurs victimes du drame percevra pour sa part environ 3 000 euros, soit l'équivalent de 3 années de salaire minimum au Nigeria. Normalement au Nigeria, ce sont les chefs qui négocient ces cas pour le reste de la communauté. Quand l'accord est conclu, l'argent va au chef. Utiliser le système légal britannique a été une bonne manière de s'assurer que les personnes affectées recevaient effectivement l'argent. Indépendamment de l'accord annoncé, Shell s'est engagé à nettoyer la zone polluée par les fuites de 2008. Ce nettoyage devrait démarrer d'ici le mois de mars. Place à présent à la revue de presse pour découvrir l'actualité sur le continent africain, telle que relayée par les journaux et sites d'information. La reprise hier du procès de Simone Gbagbo et de ses 82 co-accusés a animé l'actualité dans les colonnes de quelques journaux parus ce mercredi sur le continent africain. Le bal des auditions a démarré avec un prévenu au sinistre surnom de Petit Marteau ou Général des Brûleurs, nous informe l'observateur Palga. De son vrai nom, Jean-Marius Okeipo, il n'hésitait pas, selon l'accusation, à ossir ses victimes dont le péché suprême serait d'être des partisans d'Alassane Dramane Ouattara, précise le quotidien burkinabé d'information. Jeune Afrique, pour sa part, rapporte que l'accusé, qui a nié tous les faits qui lui sont reprochés, a été la cible de témoignages accablants. Ils étaient 10 témoins à la barre ce mardi, fait lire Fraternité Matin, qui précise qu'ils ont tous indiqué qu'il était le chef d'une milice qui avait, lors de la crise post-électorale, érigé un barrage au carrefour Obama, un carrefour du dit sous-quartier de Yopougon. À en croire le quotidien ivoirien d'information, les témoins étaient unanimes sur le fait qu'ils détenaient un pistolet automatique et transportaient des bidons remplis d'essence utilisés par ces miliciens pour brûler des personnes. On s'occupe d'abord du petit gibier, s'exclame tout de même l'observateur Palga pour indiquer que la principale figure de ce procès, Simone Gbagbo, était carrément absent hier au banc des accusés. Au Burkina Faso, ce sont les concertations entre l'exécutif de la transition et les forces vives qui ont débuté dans la matinée du mardi, nous informe le Faso-Net. Avec les représentants des organisations de la société civile et des partis politiques, précise le Canard, le président Michel Kafando a tablé sur l'implication de tous les acteurs dans la conduite de la transition et les échanges ont porté, entre autres, sur le point de 2 mois d'action du gouvernement de transition, les récents mouvements d'humeur et les élections à venir. Va-t-on tripler les élections législatives, municipales et la présidentielle, ou va-t-on les organiser séparément? Les Burkinabés de l'étranger pourront-ils y prendre part? Quel sort va être réservé à la Commission électorale nationale indépendante CENI et au Conseil constitutionnel? Autant de questions qui ont été abordées au cours de cette matinée, renchérie face aux îles. Le tabloïd qui a suivi les débats conclut dans l'ensemble que le président Kafando a rassuré ses interlocuteurs. Mais qu'en est-il du vote des Burkinabés de l'extérieur dans tout ça? L'observateur Palga explique que vu les délais impartis pour l'organisation et l'enjeu du scrutin,
Le chef de l'État et ses hôtes ont estimé qu'à l'impossible, nul n'est tenu et qu'une non-participation des Burkinabés de l'étranger ne serait pas catastrophique. Et ce qui ne risque pas d'être catastrophique aussi, c'est la participation des Lions de la Teranga du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en Guinée équatoriale. Chaque joueur empochera une prime spéciale de 30 millions de francs CFA en cas de victoire finale, nous informe le quotidien sénégalais LAS. Une promesse de Macky Sall qui, d'après le journal du Sport Stade, dope le moral des Lions. Pour ma part, c'est le moral gonflé à bloc que je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle balade à travers les canards. C'est sur ces nouvelles que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et passez un agréable moment en compagnie de nos programmes.